Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un exercice corrigé de microéconomie d'un niveau un petit peu plus difficile. Donc on va parler surtout d'équilibre de marché, de court terme, de long terme, de coût moyen, de coût marginal, d'élasticité, un petit peu de tout. Vous avez l'énoncé juste en dessous de la vidéo en description, vous avez un lien, vous cliquez sur le lien et vous atterrissez sur l'énoncé de l'exercice. Donc mettez sur pause pour vous imprégner, pour le lire tranquillement, pour faire même d'ailleurs le sujet par vous-même, parce que ça pourrait être typiquement un sujet d'examen. Alors, bon, on ne va pas relire tout l'énoncé. En gros, on vous dit qu'on est sur le marché du pneu automobile. Alors, ce qui est important, c'est la concurrence pure et parfaite. Pourquoi? Parce que pour l'utilisation des formules. Le fait que l'on sache que nous sommes en concurrence pure et parfaite, normalement, il y a tout un tas de formules qui devraient déjà revenir. On nous dit qu'il y a 240 entreprises. Donc, n égale 240, c'est important. J'ai indiqué la fonction de demande globale. Et on vous donne aussi la fonction de coût total. Et on vous dit que cette fonction, elle est valable à court terme et aussi à long terme. Et vous voyez ces informations là que j'ai écrites dans le coin, en haut à gauche, eh bien je vais les garder sous les yeux tout au long de la correction. Et c'est ce que vous devriez à chaque fois faire, c'est-à-dire sur un petit papier de brouillon, eh bien vous notez donc les informations de l'énoncé, les informations arithmétiques, analytiques, et au fur et à mesure de la détermination et de la réponse aux questions, on ajoutera, s'il le faut, les informations comme ça. Dès qu'on a une question, ah bah tiens, il nous faut ça, c'est bon, on l'a sous les yeux, on n'a pas besoin de, alors c'est où, bon, vous m'avez compris. Allez, on y va. On nous demande donc, première question, de déterminer le coût moyen et le coût marginal et le sens de variation du coût moyen. Donc, le coût moyen, ce n'est rien d'autre que le coût total sur les quantités. Oui. Donc, ça nous fait 2Q cube moins 3Q carré plus 6Q sur Q. On va fractionner cette fraction en 3 petites fractions. On va pouvoir écrire 2Q cube sur Q moins 3Q carré sur Q plus 6Q sur Q. Et là, ça se simplifie vachement bien puisque là, donc j'ai une puissance 3, là j'ai une puissance 1, donc je vais pouvoir faire la puissance 3 moins 1, donc il va m'en rester 2. Donc 2Q carré. Ici, du coup, 2 moins 1, il va m'en rester 1, et là, il ne m'en reste pas. Voilà le coût moyen. C'est un polynôme du second degré. Alors, comme on nous demande là, juste après là, le sens de variation du coût moyen, bah, allons-y. Occupons-nous d'abord du sens de variation du coût moyen avant de déterminer le coût marginal. On a besoin de quoi pour reconnaître les variations d'une fonction? De sa dérivée. Donc, allons-y. C'est m' de q. Voilà, je pense que ça ne pose de problème à personne. 4q moins 3. Mettez sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour comprendre, pour rédiger, pour recopier, etc. Alors ça, donc on va l'égaliser à 0 pour connaître sa solution, le moment où la dérivée va changer de signe. Donc on aura q égale 3 quarts. Vous pouvez écrire 0,75 sans problème, puisque ça tombe juste. Et puis on va faire un petit tableau de signes, un petit tableau de variation. Enfin, on va faire un seul tableau, bien sûr. Alors attention, Q, on travaille sur les réels positifs. Donc on est sur du 0 plus l'infini, ne mettez pas la partie négative. On va mettre la valeur ici 0,75. On va déterminer le signe de la dérivée. Et ensuite les variations de la fonction. Hop, voilà, on met le petit trait avec le petit 0. Alors pour le signe, la dérivée a quelle forme? Ah oui, c'est une forme affine. Donc c'est le signe de moins A et le signe de A. Donc le coût moyen sera décroissant, puis croissant. Et d'ailleurs, si vous voulez la valeur ici, là, de son minimum, vous allez obtenir 4,875 à peu près. Enfin non, ça tombe juste d'ailleurs, c'est 4,875. Bien sûr, vous remplacez 0,75 dans la fonction de coût moyen, ici. Pas dans la dérivée. Dans la dérivée, ça fait 0. Faites attention. Oui, bon, mettez sur pause si vous avez plus de temps. Alors, le coût marginal. Bon, la formule est tout aussi facile à apprendre.
qu'à pratiquer. Donc le coût marginal, c'est la dérivée du coût total par rapport à sa variable qui est Q. Vous pouvez aussi l'écrire sans problème pour ceux qui veulent. C'était prime de Q. N'oubliez pas que c'est une fonction de coût individuel, hein, ici. C'est pour ça qu'on travaille avec des Q minuscules. Lorsque on traitera la partie globale, on écrira Q en majuscule. C'est comme ça qu'on différencie. Bon, la dérivée de ça, bon, c'est facile, hein, ça fait 6Q carré moins 6Q plus 6. Et c'est aussi un polynôme du second degré. Oui. Bien. Question suivante. Ah oui, donc on nous demande de déterminer l'équilibre du marché à court terme. Donc on veut le prix d'équilibre, la quantité globale d'équilibre, les quantités individuelles d'équilibre et le profit individuel. Alors, on est à court terme. Ok. À court terme, chaque producteur désirera maximiser son profit. Oui. Enfin, à long terme aussi, mais la situation est particulière à long terme. Donc à court terme, on cherche à maximiser le profit. N'oubliez pas que nous travaillons en CPP, en concurrence pure et parfaite. Et donc le producteur individuel maximisera son profit lorsque le prix sera égal à son coût marginal. Je ne vous fais pas toute la démonstration, hein. On est sur ici une vidéo révision, hein, une préparation d'examen. Bon, P, je ne le connais pas, hein, puisque je dois le déterminer. Par contre, je connais le coût marginal. Donc la première chose à faire, lorsque vous avez cette condition, hein, donc de maximisation du profit P égale coût marginal, c'est de rechercher, hein, nous allons rechercher là, ce qu'on appelle la fonction d'offre individuelle. Pourquoi? Parce que j'ai la fonction de demande. Vous êtes d'accord avec moi? Or, pour déterminer l'équilibre, il faut égaliser l'offre à la demande. Oui, mais si on a une demande globale, on doit l'égaliser à l'offre globale. Mais vous ne pouvez pas connaître l'offre globale si vous n'avez pas l'offre individuelle. Tout simplement. Sachant, bien sûr, hein, ça je le répète, qu'en CPP, tous les producteurs ont la même fonction d'offre individuelle, puisqu'ils se partagent tous équitablement le marché. Personne ne vend plus que l'autre, et personne ne vend plus cher ou moins cher que l'autre. Donc cette fonction, elle est valable en fait pour les 240 entreprises. C'est quoi rechercher la fonction d'offre individuelle? C'est partir de ça et d'exprimer Q comme une fonction de P. S'il vous plaît, exprimez toujours Q en fonction de P. Ne laissez jamais P en fonction de Q. Parce que, je vais vous dire quelque chose, ça on peut dire que c'est une fonction d'offre individuelle, hein, P égale 6Q carré moins 6Q plus 6. Mais vous n'allez rien pouvoir faire avec ça. C'est pas du tout manipulable. On ne peut rien faire avec ça. Donc toujours repasser en Q égale fonction de P. Vous allez me dire, oh là là, on a du carré. Eh bien oui, on va devoir effectivement traiter un polynôme du second degré avec Q comme variable et P comme un réel positif quelconque. Vous allez voir. J'attends parce que j'attends que vous notiez bien ça. Et ensuite, je vais tout effacer et puis on y va pour le développement. Donc mettez sur pause. Pour ce D'ailleurs, je vais rajouter juste, parce qu'on en aura sûrement encore besoin, ici, Cm de Q. Donc, on vient de dire 6Q carré moins 6Q plus 6. Donc, nous avons, hein, je répète, P égale 6Q carré moins 6Q plus 6. Alors, on va tout faire passer à droite, parce qu'on va garder le carré positif. C'est tout. Mais je vais l'écrire à gauche. C'est-à-dire qu'en fait, ça revient à écrire 6Q carré moins 6Q plus 6.
moins P égale 0. Hein, c'est d'accord, hein? Eh bien, je dois résoudre ici un polynôme du second degré égale 0. Ah, vous allez dire, ouais, mais c'est... Attendez, il y a P là, qu'est-ce qu'on va faire de ce P? Bah, P c'est un réel positif, comme 6 est un réel. Autrement dit, dans votre équation là, du polynôme, dans votre expression ax carré plus bx plus c, le c, ce sera 6 moins P. C'est juste qu'on ne connaît pas la valeur de P. Parce que si on la connaissait, on aurait un réel, voilà, petit c, vous comprenez? Je vous avais dit, hein, c'est un niveau un peu plus difficile cet exercice que d'habitude. Donc delta égale b carré 36 moins 4a fois a, donc fois 6, fois c. 6 moins p. Attendez, je vous vois venir hein, par rapport au signe de delta. Alors, on va déjà simplifier, donc ça fait 36. Donc on aura 6 fois 6, 36. Oui, je sais, 36 fois 4, ça fait 144. Oui, j'ai un peu la flemme de calculer de tête aujourd'hui. Plus, bien sûr, 24p. Donc ça fait, si on fait 36 moins 144, je mets juste le p au début, donc on aura 24p, pardon, moins 108. Voilà le delta. Alors je sais ce que vous vous dites. Vous dites, bah, à quel moment on sait s'il est négatif, positif ou égal à 0? Bien, regardez. Vous êtes d'accord que nous cherchons une fonction Q qui est une fonction de P. Si je suppose que le delta est négatif, bah, je suis embêté parce que je n'ai pas de solution. Donc je ne trouverai jamais de fonction d'offre individuelle. Ok. Donc, donc le delta ne peut pas être négatif. Est-ce qu'il peut être nul? Bah, s'il est nul, je vais l'effacer tout de suite après. S'il est nul, le delta, ça veut dire que votre unique solution, Q, c'est moins B sur 2A. C'est-à-dire que c'est 6 sur 12. Ça fait 0,5. Ça, vous croyez vraiment que c'est une fonction? Il est où le P? Bah, il n'y en a pas. Donc, la seule possibilité, ce que vous allez devoir dire, c'est que nous allons devoir supposer obligatoirement, pour avoir une fonction, vous comprenez, c'est ça notre désir, on va devoir supposer que delta est positif. Mais bien sûr, on va donner la condition, parce que 24p moins 108 est positif, si 24p est plus grand que 108, et donc si p est plus grand que 108 divisé par 24, soit 4,5. Vous allez dire, alors oui, alors qu'est-ce que ça implique? Ça veut donc dire que lorsqu'on trouvera notre prix d'équilibre, il devra obligatoirement être plus grand que 4,5. Voilà, c'est ça que ça implique. S'il est plus grand que 4,5, j'ai le droit de dire que mon delta est positif. Et donc j'ai le droit de déterminer la fonction d'offre individuelle. Alors normalement on a deux solutions. Ah oui, Q1 et Q2. Donc on a du moins B, donc attention ça fait 6, moins racine de 24P moins 108 sur 2A, 12. Ok. Le problème avec cette solution, bah, c'est que on a un moins. Bon, la racine, elle sera positive. Vous êtes d'accord avec moi? Si P est plus grand que 4,5. À un moment donné, vous êtes d'accord que 6 moins 8, bah, on va avoir un résultat négatif. Donc on aura une quantité négative. Bah, c'est pas possible. Vous comprenez ou pas? Ça, à un moment donné, ça va dépasser 6. Donc on aura 6 moins un nombre plus grand que lui. Donc le tout sera négatif. Quantité négative, cette solution, on ne la prend pas, on ne prend que la solution positive. Et donc ma fonction d'offre individuelle peut s'écrire 6 plus racine de 24P moins 108 sur 12. Alors je vais simplifier, parce que vous pouvez laisser comme ça, hein, ceux qui ne veulent pas s'embêter à simplifier. C'est juste que ça se factorise par 4. Donc je pourrais sortir le 4 de la racine, ça va devenir un 2. Donc là, je vais déjà sectionner en deux. Je vais faire 6 douzièmes, ça fait 0,5.
plus, et je vous dis, comme j'aurai factorisé par 4, je vais sortir le 4, donc j'aurai un 2. J'aurai donc un 2, attendez, oui c'est ça, j'aurai donc un 2 sur 12, donc j'aurai un 1 sixième. Et dans la racine, il restera 6p moins 27. Oui, c'est tout, hein. Vous pouvez écrivez-le comme ça pour la suite de l'exercice, parce que moi je vais utiliser cette expression. Mais si vous voulez garder ça, c'est pas forcément plus difficile, hein, je tiens à vous le dire. Je donne les deux pour ceux qui souhaiteraient plutôt travailler celle-ci. Voilà notre fonction d'offre individuelle. Pas facile, hein? Mais on a fait le plus gros du travail. Je vous rassure. Bien. Alors là, j'ai la fonction d'offre individuelle. Moi, ce que je cherche, pour pouvoir l'égaliser à la fonction de demande globale, je cherche la fonction d'offre globale. Ça, c'est pour une entreprise. Il y en a combien? Il y en a 240. On a dit que chaque entreprise avait la même fonction d'offre individuelle que les autres. Eh bien, je vais multiplier ça par 240. C'est-à-dire que la fonction d'offre globale Q majuscule S, ce sera 240 fois la fonction d'offre individuelle. Ouais. Et donc, ce sera 240 fois 0,5 plus 1 sixième racine de 6p moins 27. C'est à moins 2 secondes. On va développer 240 fois 0,5, ça fait 120, plus 240 sur 6, ça fait 40. Et voilà. Voilà la fonction d'offre globale. Je vais enfin pouvoir déterminer l'équilibre du marché. Donc l'équilibre sera donné par l'égalité entre QS et QD. Donc 120 plus 40 racine de 6p moins 27 est égal à QD, donc moins 60p plus 3000. Si on résout ça, on aura la valeur de P. Ou peut-être les valeurs. On va voir, on va voir. Alors, on va déjà faire 3000 moins 120. Donc là, à gauche, il restera 40 racine de 6p moins 27 égale moins 60p plus 2880. On va diviser les termes de droite par 40. Donc à gauche, il restera racine de 6p moins 27. Moins 60 divisé par 40, ça fait moins 1,5. Et 2880 divisé par 40, ça fait 72. Ouais. Comment je me débarrasse de la racine? Je mets au carré de chaque côté. Donc ici, si je mets au carré, la racine disparaît. Et là, attention, j'aurai une identité remarquable. Je ne sais pas pourquoi j'écris tout à droite alors que j'ai de la place à gauche. Donc on va repartir à gauche, hein, parce que sinon... Enfin non, je vais encore faire une ligne et ensuite on ira à gauche. Alors on va développer l'identité remarquable. Donc à gauche, on ne change rien. Alors donc, moins 1,5p au carré, enfin bon, a carré, moins 2ab, plus b carré, hein, vous connaissez la chanson. Donc vous allez obtenir 2,25 p carré moins 216 p plus 72 au carré qui donne 5184. Donc moins 1,5 p au carré, ça sera, bah oui, le moins est aussi inclus dans le carré, donc c'est pour ça que vous obtenez quelque chose de positif. Moins 2ab, donc 72 fois 1,5 fois 2, et 72 au carré.
Et il ne me reste plus qu'à tout mettre du même côté. Et de tout simplifier. Bon là, je m'adresse à des étudiants de deuxième année, donc faites-le vous-même, mais moi je vais donner tout de suite le résultat. Donc on aura 2,25 p carré moins 222p plus 5211 égale 0. Et je dois résoudre ça. Vous calculez le discriminant sera positif, et vous allez avoir deux solutions. P1, donc vous allez obtenir 60,19, et P2, 38,48. Et là, on va être confronté à un dilemme qui va se résoudre très facilement. J'attends un petit peu pour copier. Ouais. Allez. Alors, la question qui reste ici, c'est de se demander lequel je vais choisir. Vous savez comment ça se passe une fois qu'on a le prix. Une fois qu'on a le prix, on remplace, alors, puisque l'offre est égale à la demande, soit vous remplacez dans la fonction d'offre, soit vous remplacez dans la fonction de demande. Totale. Les fonctions d'offre totale. Donc là, j'ai QD sous les yeux. Donc, si je fais QD de 60,19, donc c'est-à-dire moins 60 multiplié par 60,19 plus 3000, eh bien oui, vous allez trouver un résultat négatif. Or, une quantité totale ne peut pas être négative. Donc ça, 60,19, c'est pas possible. Par contre, si vous faites QD de 38,48 et que vous remplacez donc P par 38,48, vous allez obtenir 691,2. Et ça, c'est possible. Donc le prix d'équilibre 38,48 et les quantités échangées 691,2. Alors on n'a pas fini. Alors les quantités individuelles, on va échanger tout ça sur le marché. Je vous ai dit que les producteurs se répartissaient équitablement le marché, donc les quantités vendues. Eh bien, pour connaître la quantité que chaque producteur va vendre, ça sera le tout divisé par le nombre d'entreprises. Tout simplement. Et donc, on aura du 2,88. Ah oui, d'ailleurs, petite précision par rapport au prix. Vous vous souvenez, lorsqu'on avait calculé, lorsqu'on recherchait la fonction d'offre individuelle et qu'on a dit que le delta pourrait être positif, on avait dit que le prix devait être supérieur à 4,5. C'est bon. Vous voyez, vérifiez quand même. Bon, normalement, vous comprenez que si on vous donne un exercice, c'est que les solutions, en tout cas, à un moment donné, on ne va pas bloquer, parce que sinon on arrête l'exercice. Donc, c'est évident que le prix allait être supérieur, mais vérifiez quand même. Donc ça, c'est bien supérieur à ma condition. Vous avez vu, d'où on est parti pour arriver à ça. Alors, si vous savez faire ça, vous savez faire, sincèrement, sur les équilibres de CPP, c'est bon, non? Vous maîtrisez. Alors, il nous manque les profits individuels. Bon, on connaît la formule du profit, non? P multiplié par Q moins CT de Q. Donc, 38,48 multiplié par... Attention, prenez les quantités individuelles. On veut le profit individuel. Moins CT, on l'a sous les yeux.
Donc 2 multiplié par 2,88 au cube, moins 3 multiplié par 2,88 au carré, plus 6 multiplié par 2,88. Et vous obtenir 70,65. À court terme, bien sûr, les profits sont positifs. Enfin, ils peuvent être négatifs. Ils peuvent être négatifs, pardon. Puisqu'à court terme, on admet que le prix doit être au-dessus du seuil de fermeture, mais on peut être négatif. Mais bien sûr, c'est très rare. Bien. Voilà pour la première question. Et oui, nous n'avons fait que la première question. Alors, je vais juste rajouter, là, dans mes informations que j'aurai sous les yeux, c'est la fonction d'offre globale, donc QS majuscule. Alors, retenez, s'il vous plaît, que cette fonction n'est valable que pour 240 entreprises. Donc, on avait trouvé 120 plus 40, racine de 6p moins 27. Voilà. Question 3. On vous demande la même chose. Vous allez voir, on va devoir faire exactement la même chose, mais pour le long terme. Pour le long terme. Qu'est-ce qui change à long terme? Au départ hein, pas grand-chose. À long terme, les entreprises cherchent toujours à maximiser leurs profits. Donc, le prix est égal au coût marginal, pas de problème. Sauf que, il va se passer quelque chose, donc là je fais une parenthèse courte, rapide. Il va se passer quelque chose, c'est que voyant, comme ici, vous avez vu qu'à court terme, les profits étaient positifs. Il y a d'autres entreprises qui vont remarquer que sur ce marché, on peut faire des profits positifs. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont entrer sur le marché. Ils vont entrer. Et plus un plus grand nombre d'entreprises va entrer sur le marché, plus un plus grand nombre d'entreprises devront se partager ce marché. Autrement dit, les quantités globales échangées devront être réparties pour un plus grand nombre d'entreprises. Donc chaque entreprise individuellement produira et vendra moins qu'à court terme. Les quantités individuelles vont baisser. Mais si les quantités individuelles baissent, le profit va baisser. Mais tant que le profit reste positif, il y a des entreprises qui vont continuer à rentrer, faisant baisser toujours plus les quantités individuelles et le profit jusqu'à temps que le profit est égal à 0. À long terme, la condition du profit devient profit est égal à 0. Mais ça, ce qui est formidable, c'est que ça... Alors là, je ne peux pas vous faire toute la démonstration de cours, hein, là je vous donne que les formules. Hein. Mais ce qui est formidable, en microéconomie, là, en concurrence pure et parfaite, c'est que ce moment-là, regardez bien, il intervient pile poil quand le prix est égal au coût marginal et aussi égal au coût moyen. Alors, c'est bizarre, hein? C'est bizarre parce qu'écoutez ce que je vais vous dire. À long terme, les entreprises maximisent leur profit, mais ce profit est égal à 0. Mais bon, c'est la concurrence pure et parfaite, hein, c'est complètement ridicule. On est bien d'accord. Ah, c'est une théorie, quoi. Donc on a ici la condition de max pi, et ici la condition, puisque quand le coût marginal est égal au coût moyen, le profit est nul. On appelle ça comment? Ça. On appelle ça le seuil de rentabilité.
je pense que ça serait cool de commencer par égaliser le coût marginal et le coût moyen. Alors on y va, donc le coût marginal, donc on avait 6Q carré moins 6Q plus 6. Et le coût moyen, vous voyez, j'aurais dû le noter dans mes petites informations, là je dois le rechercher. On avait trouvé 2Q carré moins 3Q plus 6. Enfin, on va plus faire de test. C'est pas grave. Vous embêtez pas. Donc on va tout regrouper à gauche. Je pense que c'est ce qui est le plus évident. Donc 6 moins 2, donc on aura 4Q carré, moins 6 plus 3, donc on aura moins 3Q, et 6 moins 6, ça fait 0. Bon, ne passez pas par le discriminant ici, puisque le C a disparu, factorisé par Q. Donc on aura 4Q moins 3 égale 0. Donc Q égale 0, ce qui n'est pas possible, on ne va pas échanger des quantités nulles. Ou bien 4Q moins 3 est égal à 0, et donc Q égale à 0,75, 3 quarts. Et bien voilà, on a déjà trouvé la quantité individuelle. Pas magnifique ça? Vous avez vu, hein, ça veut dire que chaque entreprise ne vendra que 0,75. Alors voilà, j'ai pas précisé si c'était des tonnes ou des milliers, des millions, bon, peu importe, on va dire 0,75 quoi. Mais par rapport à la... Parce qu'on vous demande dans la question de comparer, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On passe de 2,88, bon, ce qui n'est pas énorme, mais bon, imaginez-vous que les résultats s'expriment en tonnes, passer de 2,88 tonnes à 0,75 tonnes, il y a quand même un sacré impact. Voilà, je note juste comme ça, inférieur à 2,88. Alors, comment j'ai trouvé le prix? C'est facile, on sait que pour cette valeur-là, le coût marginal est égal au coût moyen. Eh bien, remplacez cette quantité soit dans le coût marginal, soit dans le coût moyen, et vous obtiendrez la valeur du prix. Donc, on va le faire dans le coût marginal. Oui, au niveau du coût, dans le coût marginal. Donc, on va calculer CM de 0,75. Donc, on aura 6 multiplié par 0,75 au carré, moins 6 multiplié par 0,75 plus 6. Et vous allez obtenir 4,88. Et ça, c'est mon nouveau prix d'équilibre à long terme. Et on est passé du coup de 38, on est passé de 38,48 à 4,88. Vous avez vu l'impact de l'entrée. Là, vous allez me dire, elles sont combien les entreprises sur ce marché? Justement, on va le déterminer juste après. Elles ne sont plus de 140. Hein. On est bien d'accord. D'ailleurs, vous avez vu qu'on n'a pas du tout utilisé la fonction d'offre globale, hein, parce que cette fonction d'offre n'est valable que pour 240. Mais nous, à long terme, on doit déterminer justement le nouveau nombre d'entreprises. Bon, mettez sur pause. Bien. La fonction de demande, je vais la renoter. QD égale moins 60p plus 3000. Elle est encore valable. Hein, parce que autant, à long terme, l'arrivée de nouveaux concurrents impacte l'intégralité des producteurs, autant les consommateurs conservent la même fonction de demande. Hein. Il n'y a pas eu d'impact sur la demande. Eh bien, comme je connais le nouveau prix, je vais donc pouvoir remplacer P par 4,88. Et donc la quantité échangée sera de 2707,5. Alors, vous êtes d'accord que cette quantité échangée, c'est à la fois la quantité totale offerte et la quantité totale demandée, puisque c'est la quantité d'équilibre. Ça veut donc dire que la quantité que les producteurs produiront, mais globalement, hein, totalement, c'est la même, c'est 2707,5. Donc l'intégralité des producteurs doivent se partager 2707,5. Mais on sait, puisqu'on y a répondu juste avant, que chaque producteur
produira 0,75 unités. On va dire que c'est 0,75 unités. Et bien, pour connaître le nombre d'entreprises, je divise les deux. Donc 2707,5 divisé par 0,75. Alors accrochez-vous. 3610. On est passé de 240 entreprises à 3610 à long terme. Vous comprenez pourquoi le profit est nul maintenant. On veut vous faire un profit avec un aussi grand nombre d'entreprises. Encore une fois, on pourrait supposer que les unités sont exprimées en milliers ou en millions même. Enfin, millions, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'entreprises sur le marché du pneu, hein, quand même. D'ailleurs, on a supposé que ce marché-là, dans l'exercice, était en concurrence pure et parfaite. Mais en réalité, le marché du pneu ne fonctionne pas. Il fonctionne plutôt en concurrence imparfaite. On est plutôt dans le cas d'oligopole. Ouais. Ok. Bon, c'était donc, vous avez vu, hein, c'est surtout la détermination de l'équilibre de court terme qui nous a posé quelques difficultés. Je trouve que quand même là, celui de long terme, il était plutôt facile. Si vous connaissez la formule P égale coût marginal égale coût moyen, voilà. C'est comme ça qu'il faut toujours faire comme ça lorsqu'on vous demande de déterminer un équilibre à long terme. Allez, question suivante. Je ne sais pas si vous avez vu que dans l'énoncé, il y a une remarque tout en bas de l'énoncé. On vous dit, donc ça ne me concerne pas pour la question suivante, mais pour les deux dernières questions, on vous dit en fait de reprendre, on verra, le nombre d'entreprises égal à 240. Donc ça veut dire que, je le dis déjà, si on reprend un nombre d'entreprises qui est égal à 240, ça veut dire qu'on reprendra une fonction d'offre globale qui est celle-ci. Gardez ça en tête. Mais en attendant, nous devons déterminer des élasticités prix. L'élasticité prix directe de la demande. Voici sa notation, enfin l'une de ses notations. C'est une formule mathématique. C'est l'interprétation qui est plus intéressante. On va dériver la fonction de demande par rapport à P et on va multiplier par P sur Q. Et on nous demande bien sûr de calculer cette élasticité avec les valeurs de l'équilibre de court terme et avec les valeurs de l'équilibre de long terme. Mais déjà, déterminons la formule. Bon, ben, vous dérivez donc moins 60p plus 3000. Ben, ça fait moins 60. Voilà, c'est fait. On rappelle qu'à court terme, nous avions un couple PQ de 38,48 et Q était de 691,2. Donc l'élasticité sera égale à moins 60 multiplié par 38,48 sur 691,2, ce qui vous fera moins 3,34. Ne vous inquiétez pas, je vais donner l'interprétation. Bon, on considère que cette élasticité est forte, déjà. Puisqu'en valeur absolue, elle est plus grande que 1. Donc bon, ben voilà, c'est une élasticité qui est quand même assez conséquente. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'elle nous dit, cette élasticité? Eh bien, elle nous dit tout simplement que, alors moi je l'écris comme ça, hein, simplement, lorsque le prix augmentera de 1% à court terme, les quantités demandées diminueront de 3,34%. Voilà la façon dont on interprète une élasticité prix de la demande. Attention, ce sont des variations relatives. C'est-à-dire que l'interprétation du résultat ne se fait pas sur de l'absolu. On ne va pas dire si le prix augmente de 1 euro, la quantité demandée diminue de 3,34 unités. Non,
On dira que si le prix augmente de 1%, la quantité diminue de autant de pourcents. Les élasticités, c'est une variation d'un pourcentage qui implique une autre variation en pourcentage. Donc c'est beaucoup, ici. Mais on est à court terme, c'est normal. À court terme, les consommateurs peuvent facilement et rapidement aller voir, se déplacer sur un marché substituable. Voilà, c'est compliqué sur le marché du pneu, je vous l'accorde. Mais je ne sais pas, moi, dans ces cas-là, vous allez au travail en vélo ou vous prenez les transports en commun. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a d'autres marchés. Voilà, si on considère que là, on est sur le marché en gros de l'auto, bah, on est sur le marché du pneu automobile, on peut supposer que si le prix, donc du coup, à court terme, augmente un peu trop, eh bien ici, ça nous dit que les consommateurs vont fuir en masse le marché de l'automobile et donc peut-être vont se réfugier, je dis, sur le vélo, la trottinette électrique, etc. Vous allez voir qu'à long terme, c'est beaucoup plus petit. Alors, est-ce qu'il me reste... Oui, parce que je vais devoir il y aura une toute petite coupure parce que j'ai plus de temps d'enregistrement. Donc, à long terme, le couple PQ était de 4,88 de 2707,5. Ouais. Donc, vous remplacez et vous allez trouver une élasticité prix de la demande qui n'est que de moins 0,108. Du coup, au niveau de l'interprétation, eh bien, on dira que si le prix donc augmente de 1%, les quantités demandées ne diminuent que de 0,108%. Ce qui est complètement dérisoire. Mais à long terme, ça s'explique même, j'ai envie de dire, logiquement. Regardez la structure du marché, l'état du marché. Les quantités échangées sont astronomiques par rapport à celles de court terme. Et le prix est complètement ridicule. Le prix est dérisoire. Ce qui veut dire que même si le prix augmente, bah, les consommateurs ne vont quasiment pas réagir. Donc là, ça s'explique par la structure d'équilibre du marché. Bien. Ok, mettez sur pause. Bon, je vois que mon feutre rouge commence à fatiguer. Alors, question suivante. Ah, l'intervention de l'État. On nous dit en gros, supposons que l'État décide d'instaurer... oui, on nous parle d'un syndicat, que je n'ai pas tout à fait même énoncé, mais c'est pas grave. On nous parle d'un syndicat qui veut garantir un minimum de revenus aux producteurs. Et donc, ce syndicat négocie avec l'État, et puis ils en concluent, les deux parties en concluent que ce serait bien en gros de fixer un prix de 50. Je vous rappelle, donc je reprends la remarque, que on retravaille avec 240 entreprises. On est bien d'accord. Donc ils se disent, voilà, pourquoi pas fixer un prix de 50. Alors bien sûr, on raisonne à court terme, voilà, parce qu'on n'est plus sur du long terme. Au moment où la décision est prise, on retourne à court terme. On avait trouvé, je vous rappelle, que le prix d'équilibre de court terme était de 38,48. Autrement dit, l'État décide d'instaurer un prix qui est supérieur au prix d'équilibre, qui est de 38,48. Vous êtes d'accord avec ça? L'objectif, il est logique, il est visible, étant donné que le prix est supérieur, bah oui, ça va forcément garantir un niveau de vie supérieur pour les producteurs seulement. Parce que les consommateurs devront payer plus cher. Mais les producteurs feront plus de profit, plus de chiffre d'affaires. Alors, on va représenter ça rapidement par un petit graphique. PQ. Donc là, on a QS. Et là, on a QD. Donc, normalement, je le répète, à l'équilibre de court terme, on devrait être à 38,48 et à 691,2 de quantité. Et l'État donc décide avec le syndicat de fixer un prix de 50. Conséquence, il suffit de reporter sur les droites. La quantité offerte
elle sera ici, et la quantité demandée sera ici. La première chose à constater, c'est qu'il y a déséquilibre sur le marché. On voit tout de suite que la quantité demandée, enfin les quantités demandées seront inférieures aux quantités offertes. Oui. Ce prix de 50, il est au-dessus du prix d'équilibre. Oui. C'est-à-dire que c'est un prix minimal. Personne ne peut vendre en dessous de 50 euros. Personne. Eh bien, on appelle ça un prix plancher. Donc le prix plancher, c'est lorsque donc, le nouveau prix, P', on va dire, est supérieur au prix d'équilibre. Et attention, contrairement à ce que l'on pourrait croire en se disant, donc en fait c'est un prix maximum, un prix maximal. Non, 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 non. C'est justement un prix minimum. On ne peut pas vendre en dessous. C'est pour ça qu'on utilise le terme de plancher. C'est le carrelage. Alors, commençons par déterminer quelles seront les quantités demandées et quelles seront les quantités offertes pour ce nouveau prix. Et vous allez voir, vous allez être étonné. Alors, commençons par QS. Je vous rappelle qu'on reprend cette fonction-là. On a le droit. Donc, ça fait 120 plus 40, racine de 6 fois 50, moins 27. Et vous allez trouver 780,91. Bien sûr, vérifiez que cette quantité est bien supérieure à la quantité d'équilibre. Oui, c'est un moyen facile et rapide de vérifier ces résultats. Et la quantité demandée, pour un prix de 50, ce sera de moins 60 multiplié par 50, plus 3000, et ça fait 0. Oui, alors là, je vous ai fait un petit peu la partie théorique, parce que le 0, en fait, il est ici. Bon, c'est une situation un peu spéciale, je l'ai fait exprès, bien sûr. Alors, la question qui se pose, c'est à ce prix de 50, quelles seront les quantités d'équilibre? Quelles seront les quantités qui vont être véritablement échangées? Eh bien, en microéconomie, c'est très simple, et c'est même encore une fois logique. Ce qui va s'appliquer, c'est ce qu'on appelle la règle du côté court. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. La règle du côté court. Cette règle nous dit que les quantités échangées, ce sera le minimum des quantités offertes et des quantités demandées. C'est-à-dire, on prend la plus petite des deux. Conclusion. Eh bien, il n'y aura aucune quantité échangée sur le marché. Mais s'il n'y a aucune quantité échangée sur le marché, ça veut dire qu'il n'y a pas de profit non plus. Alors, ça vous paraît efficace comme situation? Non, pas trop. Je réponds à la deuxième sous-question de la question. Bon, c'est une mesure totalement inefficace. Le syndicat qui voulait garantir on va dire, des meilleures conditions de vie aux producteurs, c'est complètement loupé. Voilà, c'est le cas extrême que j'ai pris. Voilà, normalement, ici, QD, on aurait pu trouver quelque chose comme 30. Voilà. Je trouvais plutôt fun. J'ai surtout fait ça pour vous rappeler la règle du côté court, la représentation graphique du prix plancher. Voilà. Ça, on a révisé déjà deux notions. C'est pareil, si le prix avait été inférieur au prix d'équilibre, c'est toujours la règle du côté court qui s'applique dès qu'il y a un déséquilibre. Règle du côté court. Je vais garder le graphique. Donc mettez sur pause pour recopier. Notez ce que je dis aussi à l'oral, si vous désirez. Alors, dernière question, on y arrive.
Donc en gros, dans la dernière question, lisez-la hein, tranquillement, on vous explique que, voyant ça, l'État ne peut pas laisser les choses comme ça. Et donc on vous demande quelle pourrait être la solution pour satisfaire à la fois les producteurs, satisfaire les consommateurs, tout en conservant un prix de 50. Enfin, c'est très facile, hein, ça paraît comme ça compliqué, mais c'est très facile. Que peut faire l'État pour satisfaire tout le monde? Eh bien, regardez, la première chose à faire, c'est que l'État peut acheter les quantités offertes au prix de 50. Étant donné que les offreurs, alors je vais mettre la valeur, ce sera peut-être plus facile, donc 780,91. Donc les offreurs, au prix de 50, désirent vendre 780,91. L'État va racheter, tout simplement, au prix de 50, les 780,91. Ouais. Donc l'État rachète aux producteurs les quantités de 780,91 au prix de 50. Comme ça, les producteurs sont contents. Et donc, comme ils sont 240, chaque producteur pourra vendre 3,25 unités, tonnes. Et du coup, le profit, ce sera donc le prix multiplié par la quantité, le profit individuel, moins le coût total. Donc j'ai gardé la fonction. Hein. Donc 2 multiplié par 3,25 au cube, moins 3 multiplié par 3,25 au carré, plus 6 multiplié par 3,25. Et donc chaque producteur aura un profit de 106,03. Voilà, première étape de l'intervention, hein, de la résolution en tout cas, du problème posé par ce prix plancher. Et comme ça, on est d'accord que tous les producteurs sont contents, puisque les quantités qu'ils désirent vendre sont achetées au prix pour lesquels ils veulent laisser ces quantités. Et si vous comparez par rapport à la première situation de court terme, le profit est supérieur. Donc c'est bon, le syndicat a réussi son objectif, si l'État fait ça. Maintenant, il faut contenter les consommateurs. Bien, comment satisfaire les consommateurs? Écoutez, les consommateurs ne sont pas contre le fait d'acheter 780,91. Ils ne sont pas contre, parce que n'oubliez pas que maintenant, c'est l'État qui a le stock de 780,91. Donc c'est l'État qui possède toutes ces quantités. Les consommateurs aimeraient bien les acheter, ces quantités, mais à quel prix? Au prix de la demande, pour ces quantités. C'est-à-dire ce prix-là. Voilà. Les consommateurs, ça ne les dérange pas d'acheter 780, mais uniquement au prix de la demande, pour ces quantités. Donc, l'État revend les 780,91 aux consommateurs au prix de P2D. Et du coup, il ne nous reste plus qu'à déterminer P2D. Bon, mettez sur pause. On va prendre la fonction de demande. Là, je pense que c'est pas très compliqué. Donc, on sait que QD égale moins 60P plus 3000. On sait que les quantités donc, sont de 780,91. On résout ça et on trouve un prix P2D de 37.
D'ailleurs, vous remarquez qu'il est légèrement inférieur à celui d'équilibre de court terme. En fait, nos courbes, j'aurais dû les faire beaucoup plus verticales. Ouais. Parce que vous voyez, regardez, pour une variation de ces quantités-là, on avait 38-48 à la première question. Là, on a 37. C'est pas, vous voyez que les consommateurs ne sont pas prêts à exiger une diminution terrible du prix. 1 euro, enfin 1 euro, 1,48. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis les unités dans cet exercice. Bon, ça laisse place à l'imagination. Oui, donc ici on est à 37. Donc un peu plus vertical, ça aurait été beaucoup mieux. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Non. Ouais, voilà, bah, c'est tout pour cet exercice. J'espère qu'il vous aura plu. Donc si vous maîtrisez ça, ça va. Vous pouvez partir à vos examens tranquillement. Alors, il y a d'autres choses après. Il y aurait le prix plafond, il y a le système des taxes, des subventions. Bon, je ferai des exercices, mais petit à petit. Je ne peux pas tout faire d'un coup. Bien, merci à vous. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.